Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. En 2019, elle randonne 2100 km sur le chemin de Compostelle. En 2020, elle parcourt 2300 km à pied sur le sentier des douaniers en Bretagne. Jeanne est historienne de l'art dans la valorisation du patrimoine culturel. Elle a toujours fait beaucoup de sport, rugby, crossfit, mais n'avait jamais randonné de sa vie. À un moment donné, elle s'est sentie vide de sens dans ce qu'elle entreprenait. Elle décide donc de quitter son emploi et de quitter ses sports. Elle eut l'envie viscérale de partir marcher, des jours, des semaines et même des mois. N'ayant pas vraiment de date de départ, elle achète un guide, le Miam Miam Dodo, cherche un covoiturage et part du jour au lendemain. Quand Jeanne a quelque chose en tête, elle fonce, elle ne se pose pas de questions. Elle a tout de même la chance d'avoir un mari extraordinaire, prêt à attendre des mois que sa femme réalise ce dont elle a besoin. Un mari sur qui elle peut compter et qui lui donne des ailes. Des paysages extraordinaires, passer des pins aux étendues bleu turquoise. Cette sensation de faire partie du paysage, ce côté magique de marcher à son propre rythme et de reconnecter à un rythme naturel. Dans une société de surconsommation, ça fait du bien. Marcher est une expérience authentique. On ne triche pas, on ne s'impatiente pas, on ne performe pas, on est juste là, on vit le moment présent. Le rythme lent de la marche nous laisse le temps de se reconnecter avec soi, vivre un moment de vie, tout simplement, sans filtre. Pendant ces longues randonnées, Jeanne fait des rencontres étonnantes de gentillesse. Chaque jour, elle rédige quelques lignes dans un carnet qu'elle a décidé de transformer en BD. Et ce n'est pas tout. Elle a pour projet de marcher du nord des Pays-Bas au sud de la France. Salut Jeanne! Salut Sandra! En vérité, ça fait peut-être 70 fois qu'avec Jeanne, on se dit « Salut Jeanne, salut Sandra !» Effectivement, on a rencontré quelques petits soucis pour faire cet échange, mais je pense que là, on va y arriver. C'est la bonne, Jeanne. Comment vas-tu? Est-ce que tu es prête? Écoute, je suis super prête et je vais extrêmement bien. Donc là, on se lance et on s'arrête même plus. Bon, formidable. Jeanne, je te laisse te présenter. Eh ben, écoute, je m'appelle Jeanne, j'ai 30 ans et en 2019, j'ai parcouru 2100 km sur les chemins de Compostelle à pied et en 2020, j'ai parcouru 2300 km à pied sur le sentier des douaniers en Bretagne. Et honnêtement, je suis extrêmement admirative, Jeanne, de ce que tu as entrepris. C'est quelque chose qui me fait moi-même rêver. J'aime beaucoup randonner, j'aime beaucoup la marche et je rêve de faire une petite partie du chemin de Compostelle et d'autres belles randos. Donc vraiment bravo. Bravo parce que je trouve ça formidable et je suis du coup vraiment très heureuse de t'avoir ici avec nous. Donc qu'est-ce qui s'est passé, Jeanne? Est-ce que tu peux nous raconter, j'adore poser ces questions-là, ce que tu faisais avant et peut-être le déclic qui t'a donné envie d'entreprendre un tel projet. Alors, avant de partir marcher, j'étais historienne de l'art. Enfin, je le suis toujours, mais juste, je travaille plus, dans cette branche. Mais donc j'étais historienne de l'art, chargée de valorisation du patrimoine culturel, donc les vieux châteaux, les lavoirs, les églises. Voilà, c'était mon dada et en parallèle de ça, je faisais beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de rugby, beaucoup de crossfit, donc des sports extrêmement contraignants physiquement. Il y avait une petite ambivalence déjà dans ma vie de tous les jours, hein, faut s'en rendre compte parce que j'étais donc une de ces intellectuelles qui passe sa vie dans les châteaux, dans les musées et en parallèle de ça, je passais mon temps à faire du sport, on va dire, dit violent. Mais bon, ça me Mmh. convenait bien comme ça et puis, une chose en entraînant une autre, je me sentais un peu vide de sens dans tout ce que j'entreprenais. Enfin, ça fonctionnait plus trop bien, cette espèce d'équilibre un peu précaire entre mon travail et mes passions qui étaient le sport et donc, j'ai décidé, de partir de mon emploi parce que, ça se passait plus aussi bien que ça et puis de quitter ces sports violents
pour essayer de me recentrer un peu. Alors, exactement comment ça s'est passé et comment ça s'est déroulé dans ma tête, je pourrais pas te le dire, mais en gros, la randonnée est venue d'elle-même alors que je n'avais jamais marché. Mais ça, c'est extraordinaire. Est-ce que tu as peut-être eu des personnes qui t'ont inspiré, ou des livres, ou des films que tu as vus? Je pense notamment au livre et film d'ailleurs, Wild de Cheryl Strayed. Est-ce que tu as eu ce type d'inspiration? Écoute, absolument pas. En fait, on en discutait avec une de mes cousines et elle me dit: «Ah, c'est rigolo, je pense à ce type de film». Alors, pour le coup, pas celui-ci, mais Saint-Jacques-la-Mecque de Colin Serrault. Et mais moi, je le connaissais pas du tout et puis je me suis dit: «Ah, mais c'est vrai que Compostelle, c'est une bonne idée, c'est chouette de marcher». Mais j'avais jamais lu aucun livre de marcheur ou vu aucun film. Enfin, pour moi, c'était absolument pas une activité qui m'intéressait. Enfin, aller se balader avec la famille, 1 heure après avoir mangé, après un repas de famille, ouais d'accord, mais pas de la rando quoi, pas cette activité sportive-là. Et pourtant, bah, l'un dans l'autre, ça m'a semblé vraiment être une évidence quand j'ai pris la décision, de partir sur Saint-Jacques. Franchement, c'est assez extraordinaire, et c'est hyper fort, je trouve, tu vois, de partir toute seule. Et encore une fois, j'hallucine quand on me dit je suis partie toute seule alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. C'est fort quand même, c'est fort. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, notamment à ce que ça représente en termes d'effort physique. C'est pas rien. Où est-ce que je vais dormir? Qui est-ce que je vais rencontrer? Quand il va pleuvoir, comment ça va se passer? Enfin, j'imagine que tu t'es posé toutes ces questions. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu ressentais, peut-être les jours avant de partir et le jour du départ? Bah, écoute, avec grand plaisir. Ce qui est assez étonnant, c'est que moi, j'avais pas de date pour le jour du départ. Je savais pas du tout quand est-ce que j'allais partir. J'avais ce projet en tête qui mûrissait doucement, mais sans trop que bah, en fait, je me suis pas trop informée. J'ai juste acheté un livre, la Bible, du pèlerin sur Compostelle qui s'appelle le Miam Miam Dodo, que je conseille et puis sans l'ouvrir, je me suis dit: «Bon, c'est le moment». Donc j'ai cherché un covoiturage et 2 jours plus tard ou oui, non, je crois 2 jours plus tard et ben, j'étais dans la voiture pour partir sur Saint-Jacques. Ça s'est vraiment fait, bah, en fait, du jour au lendemain, quoi. J'ai pris la décision, j'en ai discuté avec mon mari, je lui ai dit: «Bah, je vais partir». J'ai trouvé ce covoiturage, je lui ai dit: «Bah, je vais partir demain» et heu et voilà, c'était parti. Donc en fait, j'ai même pas eu le temps de laisser place vraiment aux émotions au début. Ça a été, plus un questionnement, comme tu dis, matériel, mais comment ça va se passer? Combien de kilomètres? À quoi je m'attaque? Est-ce que je suis légitime d'aller marcher sur un chemin qui est plutôt, religieux et spirituel alors que je crois pas en Dieu? Enfin, il y avait tout ça qui se bousculait dans ma tête et en même temps, c'est allé tellement vite que ça a vraiment eu le temps de germer. Au final, j'étais presque déjà au Puy-en-Velay, en fait. J'étais presque déjà sur le chemin, quoi. Et en fait, tu étais un peu dans un mood où go, te pose pas de questions, on tergiverse pas et on y va, quoi. Bah, ouais, en fait, c'est exactement ça. C'était bon, tu as envie de le faire, d'une façon ou d'une autre, tu vas le faire, parce que quand j'ai quelque chose en tête, je me lance à 200 dans le projet. Maintenant, si tu veux vraiment avoir toutes les réponses aux questions, Heu, ça va être long, quoi et puis potentiellement tu les auras jamais toutes. Donc au lieu de te poser toutes ces questions et de te créer des freins parce qu'à chaque fois qu'on n'a pas de réponse, on se dit qu'on n'est pas capable, que ça fonctionnera pas, qu'on sera jamais assez fort, assez grand, assez je sais pas, assez inspiré et ben moi je me suis dit: «Allez, je me lance. On verra bien de toute façon sur le chemin, si ça passe, ça passe et si ça passe pas, j'ai encore, la possibilité de rentrer». Enfin, je suis en France, je connais les moyens de locomotion français donc bon, déjà essaie et puis on verra bien. Une fois que tu as essayé, peut-être que tu t'y plairas et que tu continueras, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Il faut parfois s'empêcher de trop penser, ça sert à rien, ça crée du stress. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et du coup, tu as quand même la chance d'avoir un mari hyper compréhensif. Faut quand même le souligner parce que tu es parti bah, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, c'est quand même génial d'avoir cette liberté, cette personne sur qui tu peux compter. Ouais, j'ai une chance extraordinaire, hein, je lui en parlais depuis quelques semaines. Oh, on peut dire peut-être mois, mais c'est même pas sûr, hein
Mais il voyait bien que je me sentais, plus très à l'aise dans la vie qu'on menait, que j'étais un peu vide de sens, que je me questionnais beaucoup sur ce que représentait la vie pour moi, ce que j'avais envie de partager, ce que j'avais envie de vivre. Je suis une nana qui voyage beaucoup depuis toujours et pourtant, je me retrouvais plus trop dans les voyages que je projetais et heu et j'avoue que, ben, quand il a vu ce projet se dessiner, quand il m'a vu commencer à me dire que j'irais bien marcher, quand il m'a vu me rendre compte que je savais pas comment j'allais marcher, ni ce qu'il fallait que j'emmène dans mon sac, en fait, il a vu tout ça naître tout doucement. Enfin, en vrai, extrêmement rapidement, mais dans ma tête, c'était relativement doux quand même comme cheminement. Il m'a dit: «Mais vas-y, fonce, enfin, c'est quoi 2 mois ou 3 mois dans une vie? On s'en fiche et éclate-toi, va te faire du bien» et puis de toute façon, enfin, la technologie fait qu'on peut s'appeler régulièrement donc non, il a cru en moi et pour le coup, j'ai vraiment une chance, enfin inouïe d'avoir quelqu'un qui croit en moi même quand je doute. Moi, j'ai un gros déficit de confiance en moi et lui, je crois qu'il a confiance en moi pour 2 quoi. Donc en fait, c'est assez C'est chouette bien ça. et il me laisse cette liberté de vraiment faire ce dont j'ai besoin, quoi. Ouais, et c'est hyper important, de toute façon dans un couple, de soutenir, l'autre et de l'aider à réaliser ses rêves, sans penser égoïstement finalement: «Bon ben, ma chérie sera absente pendant, quelque temps». Bah, lui, c'est pas du tout comme ça qu'il pense et il s'est dit: «Non mais c'est génial, elle a envie de le faire, il faut que je la soutienne, ce projet est dingue». Donc c'est trop cool. Ouais, ouais, c'est Hem, vraiment magique, hein. Franchement, de après on dit enfin, c'est pas facile, hein, c'est-à-dire que dans la vie, rien n'est vraiment facile. La vie, elle est belle, mais pour autant, elle est pas simple et clairement, il m'a soutenue. Ça veut pas dire qu'il y a pas eu des moments compliqués à gérer et la distance, c'est pas simple à gérer, surtout en autonomie. Quand comme ça, je pars, que je suis fatiguée le soir, que je sais pas où je dors, enfin, il y a rien d'ultra rassurant pour lui au fait que je parte toute seule avec un sac à dos et que j'avise tous les jours. Mais il me soutient et sincèrement, mais aujourd'hui, si j'ai la possibilité de repartir et de repartir, c'est parce que lui, il est cet amer, il est cette personne sur qui je peux compter quoi qu'il arrive. Il est à la maison, donc je sais que quand je rentre, j'ai un grand sourire et j'ai tout l'amour, enfin et tout ça, ça donne des ailes, quoi et il faut pas l'oublier. Enfin, moi, j'ai vraiment une chance, inouïe de l'avoir. oui, non mais clairement et c'est bien de le mentionner. C'est Oui, 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 enfin, parce que toutes les histoires sont pas que des rebondissements après une, séparation ou un moment triste. Enfin, moi, j'ai juste la chance de pouvoir rebondir, sur une vie qui est chouette et d'avoir la liberté, en tout cas intellectuelle et sentimentale de pouvoir partir quelques mois comme ça de temps en temps et d'avoir, un soutien, hors du commun. et alors combien de jours tu as marché et tu es parti quand et tu es revenu quand? Alors, je suis partie 2 fois. Donc je suis partie une première fois en septembre 2019 et j'ai parcouru 2 100 kilomètres entre Le Puy-en-Velay et Finistère en Espagne. J'ai fait tout ça en 71 jours. Ça, Waouh! c'était la première marche et ensuite en 2020, après un rapatriement en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a eu le covid, je suis partie marcher 81 jours à partir du 15, juin à peu près 2020, en partant du Mont-Saint-Michel et en allant jusqu'à Saint-Nazaire. Donc j'ai longé la côte bretonne pendant un peu plus de 2 mois. Incroyable, ça doit être, absolument magnifique la côte bretonne. La côte Heu, bretonne, c'est assez magique. Je dois ouais. bien avouer que j'ai croisé des paysages, juste extraordinaires. Enfin, c'était magique de passer, des pins aux étendues de bruyère, parce qu'il y a de la bruyère. Il y a de l'eau bleu turquoise, on a l'impression qu'on est, je sais pas, sur une île paradisiaque. Hem, non, non, ça a un côté vraiment, ressourçant. La Bretagne, c'était vraiment magnifique. Ouais, non, mais c'est clairement on parle beaucoup en France de la Côte d'Azur, bah, là où je vis, mais mon chéri vient de Bretagne, donc on va tous les ans en Bretagne et clairement, c'est d'une beauté. Enfin, j'ai halluciné. La première fois que j'ai découvert la côte bretonne, je me suis dit: «OK, il était vraiment temps que je découvre cet endroit». C'est incroyable. Puis c'est 10 fois plus sauvage en plus. C'est tellement beau. Ouais et puis on y va avec un a priori au niveau du temps, il va tout le temps pleuvoir, il va faire froid. Moi sincèrement, j'ai vu de la pluie, hein, c'est vrai, mais pas tant que ça
Il a pas fait si froid que ça, il a même fait très chaud à certains moments. Non, franchement, c'était une belle expérience et surtout, c'était une belle découverte. Le but aussi de ces randonnées, c'est ça, c'est de découvrir à un rythme extrêmement lent. Enfin, tu vois, ma vitesse de pointe, ça doit être 6 km/h. Donc bon, on peut pas dire que je cours, quoi. Et donc, de cette façon-là, on intègre un paysage, enfin, c'est-à-dire qu'on ne le consomme plus uniquement, on fait partie de lui et donc on a le temps de se délecter, des marées, on a le temps de se délecter des paysages, du soleil qui passe, qui vient effleurer l'océan ou la mer. Enfin, c'est un côté magique de marcher à son propre rythme, mais aussi donc de reconnecter avec un rythme ultra naturel. Enfin, on va plus vite que la musique pendant un certain temps et ça, je pense que c'est quand même salvateur dans notre société où on surconsomme, on va trop vite, où on fait tout, de façon extrêmement rapide, quoi. Oui, et en plus, comme tu le dis, on est dans une société qui est hyper digitalisée. J'ai l'impression que oui, les choses se digitalisent, mais on a de plus en plus envie et besoin d'être reconnecté à la nature, d'avoir des expériences de vie hyper authentiques. Donc clairement, enfin moi j'en rêve, tu vois, j'en rêve de partir marcher, d'être dans la nature, de sentir les odeurs, de voir des paysages incroyables, tu vois, de juste marcher quoi. Parce que la digitalisation, pardon, je vais pas y arriver, et effectivement la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où on court dans tous les sens, bah, c'est épuisant. Donc Ouais, tout ouais, à c'est fait, c'est vraiment pas ça, c'est se ressourcer, hein. Tu as tout à fait raison. Le fait d'être face à quelque chose d'épuisant tous les jours fait que la marche nous ressource. En plus, le rythme relativement lent de la marche, ça laisse libre cours à son imagination, mais aussi à ses ressentis. Enfin, on va tellement vite dans la vie de tous les jours qu'on n'a plus le temps de connecter avec ses sentiments, avec qui on est vraiment ou ce qu'on veut faire. Et donc là, on prend ce temps, mais même pour se laisser, juste, comment dire? Vivre l'émotion, qu'elle soit basse ou qu'elle soit haute, peu importe, mais à 200. On fait plus semblant, on essaie plus de lisser les moments où on est triste, où on est fatigué, où on a mal. On essaie juste de les vivre, mais de les vivre vraiment, enfin sans filtre Instagram pour que ce soit joli, chouette, que ça fasse rêver. Parce qu'il y a des moments durs, hein, quand on marche, c'est pas toujours la panacée. Enfin, il y a des grosses douleurs qui se font entendre et qui naissent et souvent qui nous lâchent pas. Moi, j'ai marché en Bretagne pendant 2300 kilomètres avec une douleur dans le tendon d'Achille, avec la peur non, récurrente tous les jours qui lâche. Et ça, c'est vrai. Et en même temps, ça m'a pas empêché d'avancer. Et en même temps, ça m'a pas empêché de profiter. Et j'ai pas mis de frein à cette idée ou à ce projet que peut-être il pourrait s'arrêter sous prétexte que je me serais blessée. Enfin, et tout ça, c'est aussi la vie, c'est la vie qu'on essaie tout le temps d'oublier. Enfin, les expériences, elles sont pas, toutes blanches ou toutes noires, quoi. Et ça, avec la randonnée, on n'a pas le choix que d'y faire face et de se dire: «Demain, ce sera mieux» ou «Demain, ce sera plus joli» et de prendre plaisir quand c'est mieux ou que c'est plus joli, on le déguste, quoi. Et déguster la vie, c'est quand même assez génial. ouais, c'est clair. Non mais complètement. Et ça me fait penser du coup à ce fameux livre dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui s'appelle Wild, où la nana, elle va marcher mince, Le le fameux, PCT. voilà, merci, en Californie. Et effectivement, elle a des bobos, elle a des blessures, mais elle s'arrête jamais parce que, et surtout, je pense que quand on commence une aventure comme ça, qu'on s'est fixé un objectif, ben, on n'a pas du tout envie de reculer et de pas aller jusqu'au bout. Je pense que c'est tellement puissant comme aventure que tu vas jusqu'au bout, quoi. Même si effectivement, tu as des petits soucis physiques, sauf si, bon, effectivement, si tu rencontres quelque chose un plus gros souci physique qui t'empêche vraiment d'avancer, ok, mais je pense que si t'as des petits bobos et que t'as mal ou que tu t'es écorché, etc., t'y vas, quoi. T'y vas, tu te Ouais, soignes, en fait, il y a peu de choses qui peuvent vraiment t'arrêter. Même les grosses c'est ça. fatigues, même les moments de doute, la randonnée, elle a ça de salvateur qu'en fait, elle te permet quand même d'avoir relativement confiance en toi et en ce que tu entreprends. Alors, il faut imaginer qu'en plus, moi, je pars seule, que que je suis partie alors sur le deuxième périple, je suis même partie en autonomie avec ma tante, mon réchaud. Donc là, tu es obligé de te faire confiance parce que, bah, tu es tout seul, quoi. Il faut bien t'assumer, il faut bien assumer ce que tu manges, ce que tu vas pas manger parce que tu pas allé faire de courses, là où tu vas dormir, enfin, toutes les petites peurs un peu,
elles sont obligées de passer parce qu'il faut dormir, il faut se nourrir, il faut avoir confiance en soi pour avancer, 35 ou 40 kilomètres par jour. Donc oui, le but ultime, plus que d'aller à Saint-Nazaire quand je suis partie du Puy-en-Velay du Mont-Saint-Michel, c'était d'aller tous les jours un peu plus loin, c'était de me découvrir toujours un peu plus, c'était, de pouvoir le partager aussi. J'ai ouvert mon aventure, à mes cousines quand je suis partie en Bretagne et elles-mêmes ont découvert la randonnée. Elles-mêmes ont découvert cette randonnée au long cours, celle où on va puiser dans ses ressources les plus profondes, où on évidemment, on est obligé de relier 2 points chaque jour, mais aussi on est obligé de faire abstraction des petits bobos parce qu'on est en groupe, parce qu'il faut qu'on avance. On se découvre, et puis on se découvre dans notre relation à nous toutes. Enfin, c'était assez magique et c'était d'autant plus intéressant que ça a créé chez chacune d'entre elles, hem, comment dire? Un renouveau. Quel qu'il soit, pour les 2, il y a eu une remise en question, il y a eu un renouveau et pour moi aussi, enfin, je le vis à chaque fois, hein, mais c'était chouette de partager l'aventure, de l'ouvrir aux autres et qu'elle crée des moments, de partage, enfin, sans précédent, quoi. On se connaît bien, mais on s'est jamais aussi bien connus et on n'a jamais pris autant le temps qu'à ce moment-là. Renouer avec la vraie vie, renouer avec cette vie plus naturelle, plus douce, a eu, un effet, mais enfin, extraordinaire. Ça a été salvateur dans tous les sens du terme. C'était vraiment magique. Ouais, je vois très bien, ce que tu veux dire. Et est-ce que tu as fait des rencontres d'ailleurs, «magiques» entre guillemets, lors de ces 2 randonnées? Alors oui, 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 bien sûr. Les randonnées, c'est partir seul peut-être, mais c'est pas toujours randonner seul. Sur Saint-Jacques, je suis partie seule, j'ai randonné un peu seule et puis j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde sur le chemin à Saint-Jacques. C'est un chemin qui est quand même très fréquenté, même en Et oui. septembre quand on dit que c'est plus calme. Donc j'ai randonné pendant presque un mois avec 4 hommes. Donc c'était très chouette. Il faut savoir que la place des femmes dans la randonnée, c'est quand même pas très développé. On n'est pas très nombreuses à randonner au long cours comme ça. Donc j'ai rencontré beaucoup d'hommes, très bienveillants et ça s'est toujours très bien passé. Et donc j'ai randonné avec ces hommes. En Espagne, j'ai un peu moins randonné avec des gens. Je me suis pris un moment plus pour moi, pour réfléchir à ce dont à quoi j'aspirais. Enfin, c'était plus de l'ordre de l'introspection. Et puis après, j'ai retrouvé des amis que j'avais rencontrés en France pour finir le chemin. Donc c'était juste parfait. Donc j'ai randonné seule, mais pas tant que ça. Et en Bretagne, j'ai donc ouvert mon projet à de la famille et à des amis. Donc j'ai randonné, pendant presque un mois avec des amis et de la famille. J'ai ensuite rencontré des personnes. Pendant une petite semaine, on a randonné à 5, je crois. Et puis, après j'ai repris un moment oui, presque un mois plutôt seule, où j'ai partagé très ponctuellement avec des gens de passage, avec des personnes qui m'ont hébergée évidemment. Hem, j'ai partagé des moments de vie et de randonnée, mais c'était bien plus occasionnel que ça n'a pu l'être, pardon, sur la première partie, du Sentier des Douaniers ou alors sur le chemin de Saint-Jacques dans sa globalité au final. Mais quand on part marcher comme ça, au final, on va chercher aussi la rencontre. Enfin, c'est ça qui fait qu'on se rend compte, on se rencontre nous-mêmes. Enfin, c'est aussi au travers des discussions, quoi. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser, lors de ta première randonnée, tu dormais dans des auberges, etc. Mais lors de ta deuxième randonnée, tu avais ton bivouac et tout l'équipement nécessaire pour dormir dehors, c'est ça? Tout à fait, je bivouaquais tous les soirs, donc donc ça me permettait moins de rencontrer des gens. C'est aussi pour ça que j'ai ouvert le projet à des personnes qui m'étaient proches parce qu'il y a moins de, on va dire, de marcheurs au long cours sur le GR34, déjà pour commencer, donc le sentier des douaniers en Bretagne est beaucoup moins fréquenté en termes de randonnée au long cours. C'est plus des randonnées à la journée, donc on va rencontrer des personnes, mais avec qui on peut pas lier d'amitié, enfin c'est trop rapide. Par contre, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de personnes qui se sont proposées de m'héberger, de m'offrir un repas. Enfin, j'ai rencontré plein de gens au travers de ce nomadisme, de cette itinérance et ça, c'était magique. Enfin, il y a des gens qui avaient tellement la main sur le cœur à proposer un repas, à venir me chercher sur le chemin, qu'on mange ensemble, que je dorme chez eux, que je prenne une douche
et que je reparte le lendemain matin. Enfin, ça a été, heu, ça a été des rencontres, tellement étonnantes de gentillesse qu'en fait, randonner toute la journée tout seul, mais en ayant la possibilité ou l'optique de découvrir ces gens, de les rencontrer plus tard, c'était transcendant, vraiment. Tu vois, ça me fait penser à l'épisode qu'on a enregistré avec Tiffen qui a fait des milliers de kilomètres à vélo en parcourant l'Europe et l'Afrique. Et elle m'a dit une phrase qui est hyper vraie, en fait. Comme tu me dis aujourd'hui, je me suis rendu compte à quel point les gens étaient bienveillants. Et c'est vrai qu'on l'oublie, tu sais, c'est ce qu'on se disait avec Tiffen. Dans les médias, on est un peu, c'est toujours des histoires glauques, on est un peu guidé tout le temps par la peur, on se sent dans l'insécurité, on se dit une femme seule qui part voyager, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver. Et elle m'a dit des choses comme ce que tu me dis aujourd'hui, qu'elle a rencontré des gens hyper bienveillants, qu'elle dormait toute seule sous sa tente et qu'elle n'a jamais rencontré euh, quelqu'un ou une situation bizarre, ça n'est jamais arrivé. Et ça fait du bien d'entendre ça, tu vois, de se dire c'est bon quoi, on est quand même un peu safe. Ouais, ouais, en fait, on part avec, tous nos freins. Alors, la question logistique, où on va dormir, qu'est-ce qu'on va manger, mais aussi tous nos freins sociaux, comment les gens vont réagir face à une personne qui est relativement sale, hein, parce que quand on marche, on n'est pas toujours propre. Comment on va faire, pour être en sécurité quand on va dormir dehors et cetera? Et toutes ces questions-là, ce sont des vrais freins qu'on s'est créés, en fait, parce que si on réfléchit bien, les gens sont bienveillants. Moi, il y a des gens sur la route qui, qui m'ont proposé, alors que j'avais posé ma tente, qui m'ont dit: «Ah, mais vous allez pas bien? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin de quelque chose?» Juste parce qu'ils voyaient une tente posée là, pas: «Vous partez et vous nous dérangez». C'était vraiment que de la gentillesse en disant: «Mais on peut vous apporter un truc, vous avez besoin d'eau?» ou même des gens sur le chemin, on va frapper à la porte d'une maison parce qu'on a besoin d'eau. Les gens, ils ouvrent avec plaisir, ils donnent de l'eau, alors qu'on est en période de Covid où on doit, entre guillemets, «subir une distanciation sociale». Ces personnes-là, sans tergiverser, ils se rapprochent de vous, ils vous donnent de l'eau, ils se posent même pas la question, en fait. Et donc, toutes ces peurs qu'on a, qui sont évidemment portées par les médias ou par les histoires qu'on s'est faites, hein, hem, au travers de la marche, mais surtout au travers de l'expérience, de l'itinérance, de l'endurance, de l'envie de voyager, on se rend compte que ça n'a pas vraiment lieu d'être. Alors évidemment, hein, il y a des fous partout, il faut faire attention, il faut pas se jeter, dans une expérience, comme si on était les dieux du monde et que tout allait bien se passer. Il faut rester hyper vigilant, ne pas se mettre dans des situations inconfortables, bien sûr. Mais en attendant, on a une chance terrible de pouvoir encore entreprendre aujourd'hui ce type de projet en étant une femme seule, sans prendre de risques inconsidérés. Et ça, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui je veux partager mon expérience et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai créé une BD par exemple. C'est pour ça, c'est pour partager tous ces freins qui ont, si ce n'est pas lieu d'être, en tout cas qui peuvent être mis un peu de côté en se disant j'ai les capacités, je peux le faire, le monde dans lequel on vit est encore aujourd'hui capable de l'accepter. Je dis pas que je vais aller traverser, le désert, je sais pas de quel pays je pourrais aller traverser un désert, mais ou que je vais aller, en Syrie ou en Irak demain marcher. Non, parce que là, on irait chercher le problème, surtout en étant une femme. Mais par contre, se dire: «Je vais faire, une aventure de je sais pas moi, 1 500 ou 2 000 bornes en France ou en Europe», mais oui, enfin, allons-y, lançons-nous. Enfin, c'est le moment ou jamais de se prendre en main et d'accepter de prendre ce risque ultra, hem, encadré. Enfin, on peut pas dire qu'on soit dans des gros pays à risque, quoi. Donc Ouais, osons, bien sûr. osons en prenant quand même, certaines dispositions qui font qu'on se met pas Mm. en danger, mais osons parce qu'en fait, ça vaut 1 milliard de fois le coup, quoi. Et de quoi tu vis, Jeanne, du coup? De quoi tu vis, que tu vivais, grâce à quoi tu vivais pendant ces semaines de marche? Et est-ce que tu as un travail à côté? Comment tu t'es organisée? Alors, quand j'ai quitté mon emploi, je suis partie avec de l'argent de côté sur Saint-Jacques. Il faut savoir que c'est quand même, une aventure qui coûte un peu de sous. Enfin, les hébergements, c'est pas très cher, mais ça nécessite quand même d'avoir un peu d'argent de côté. Et puis une fois que je suis revenue de Saint-Jacques,
on est parti vivre en Nouvelle-Zélande avec mon mari. Donc, j'ai travaillé en Nouvelle-Zélande dans des orchards. Je vais trouver dans des vergers de pommes et de poires. J'ai ramassé des pommes et des poires pendant des mois, ce qui m'a permis de récupérer un peu d'argent. Quand on a été obligé de rentrer en France, j'avais donc cet argent de côté. Et c'est en grande partie pour ça que je suis repartie sur les chemins en Bretagne. C'est parce qu'en fait, il me restait un peu d'argent, que j'avais envie de vivre une nouvelle aventure. Et donc, je me suis dit, bon, j'ai pas tant d'argent que ça, mais il m'en reste un peu. D'où l'intérêt du bivouac. Le bivouac, ça te fait économiser beaucoup d'argent. Enfin, quand t'as plus qu'à te nourrir, au final, c'est très envisageable comme aventure. Donc c'est pour ça, j'avais un peu d'argent de côté, je suis repartie. Pardon. Et en revenant de ce projet-là, je me suis dit que j'allais me lancer vraiment dans l'aventure de randonnée. Et donc, j'ai décidé depuis septembre donc 2020, j'ai monté une association qui va porter des projets de valorisation de tout ce qui est randonnée au long cours et sport en pleine nature. J'ai aussi le projet d'écrire des BD sur ces randonnées qui sont, en fait, qui sont très peu connues. C'est une activité qui est peu connue, qui a des adeptes, mais qui sont un peu disséminés partout. Donc voilà, le but, c'est de créer une communauté, c'est de créer tout un émule autour de la randonnée au long cours. C'est un émule qui existe déjà aux États-Unis, donc c'est porteur hein, comme projet. C'est juste que ça n'a pas encore trouvé son public en Europe. Donc voilà, moi aujourd'hui, je vais me lancer à corps perdu là-dedans. Enfin, je me lance à corps perdu là-dedans. Et, euh, et j'espère que demain, ou après-demain, ou après-après-demain, on connaîtra la randonnée au long cours et on prendra tous un petit moment pour soi, pour se ressourcer, pour couper avec la vie de tous les jours, pour faire une sorte de petit break dans toute la frénésie, pour se retrouver soi et se demander ce qu'on veut vraiment, comment on veut. C'est simple, hein, mais comment on veut demain consommer, qui est-ce qu'on a envie de rencontrer, à qui on laisse de la place dans nos vies. Voilà, il y a toutes des questions auxquelles on répond en marchant, en fait, parce qu'on prend le temps. On prend le temps de reconnecter avec soi. On laisse plus passer toutes ces questions qui semblent pas si importantes que ça, et pourtant qui sont primordiales. Donc c'est tout ça que j'espère demain pouvoir proposer aux gens et, euh, et surtout bah, me proposer à moi-même que ça fonctionne, quoi. Et il me semble que tu as aussi un autre projet. Là, tu parlais tout à l'heure que tu avais créé une BD. Tu es en train de préparer un livre également, c'est ça? Alors, en fait, la BD est le découlement naturel du livre. C'est-à-dire que j'avais commencé par écrire un livre parce que dès que je pars en randonnée comme ça, j'écris tous les jours dans mon carnet ce que je ressens, ce que je vois, qui je rencontre. Et donc, c'était du matériau facile à réutiliser dans un livre. Et puis après coup, je me suis dit que le livre, peut-être pas. Et peut-être que la BD serait plus ma manière à moi de communiquer. Alors parce que je sors des beaux-arts, parce que j'ai une appétence pour l'illustration et que je me suis dit que autant partager mon aventure d'une façon ludique, d'une façon qui me ressemble en fait. Et donc voilà comment je suis passée du livre à la bande dessinée, qui sera au final le médium avec lequel j'espère pouvoir communiquer auprès du plus large public. C'est top, c'est une super idée. Et comment est-ce qu'elle va s'appeler? Alors ça, je sais pas encore. J'avoue ne pas avoir trouvé encore le nom, bien que je me suis un peu gratté la tête, mais pour l'instant, ça a pas encore de nom. Euh, Petit appel à l'aide aux boîtes à exactement. idées. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les envoyer sur Instagram à Jeanne. Si cette histoire, si son histoire vous a inspiré, que vous avez des idées de noms pour sa BD, n'hésitez pas à lui en proposer, j'ai envie de dire. Oui, avec grand, grand plaisir. Franchement, plus on sera nombreux à bosser sur ce type de projet et mieux je serai, comment dire, plus je serai heureuse. Parce que mon but, c'est vraiment de le partager, c'est vraiment pas de s'auto-centrer sur moi, mais c'est vraiment de partager au plus grand nombre ce type de projets-là qui sont si peu connus, mais qui peuvent vraiment avoir le coup de, d'être D'aider, expérimentés, en fait. tout à fait. Tu nous as donné pas mal de conseils durant cet échange. Est-ce qu'il y en a un dernier que tu aimerais partager avec nous, une phrase peut-être que tu aimes, qui te guide un peu dans la vie?
Je dirais il y a pas de raté. Il y a que des rebondissements dans une vie et que même si on réussit pas une fois un projet, on n'a qu'à se relancer et ça 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 fonctionnera obligatoirement. Alors, mon seul petit conseil, si j'en ai un, et je suis pas une pro des conseils, c'est juste d'oser, de se lancer et de vivre l'aventure à 200 quoi. Oui. Et c'était quoi ton rêve de petite fille, Jeanne? Mon rêve de petite fille, je crois que j'ai toujours rêvé de devenir chimiste pour faire des bonbons. Autant te dire que j'ai pas réussi à répondre à ce rêve. Mais attends, la surprise, la vie est pleine de surprises, Jeanne. Oui, oui, c'est vrai. Et puis de toute façon, en réalité, c'était un rêve d'enfant. Est-ce que de temps en temps, il faut pas conserver ces rêves d'enfant tels qu'ils sont? Parce que moi, je fantasme ce, ce, ce métier, mais en fait, peut-être qu'il répondrait pas tant que ça, pardon, à mes attentes. Donc, après tout, d'avoir des rêves d'enfant, c'est chouette, et puis ça nous porte pour autre chose. Et moi, ça m'a porté à faire des études scientifiques, et puis à partir dans les arts, pour au final marcher des milliers de kilomètres par an. Donc bon, l'un dans l'autre, j'ai envie de te dire que la vie est belle. Oui, et puis de toute façon, c'est ton rêve de petite fille, il faut aussi pouvoir l'interpréter un peu comme on veut, c'est-à-dire, bon, être chimiste pour faire des bonbons. Bon, bah toi, t'es une chimiste et tu fais pas des bonbons, mais des BD, tu vois, ça a un peu ce petit air aussi créatif, coloré, rigolo. C'est peut-être ça le lien, tu vois. Exactement. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça semble être presque une évidence. C'est pour ça que j'adore demander. C'est pas anodin quand je vous demande quel était votre rêve de petite fille, c'est que je suis réellement persuadée qu'il y a un lien entre ce que l'on entreprend avec notre cœur et le rêve que l'on avait quand on était petite fille. Voilà. Ouais, mais je suis d'accord, t'as tout à fait raison. Écoute Jeanne, je te remercie infiniment pour cet échange et d'avoir partagé cette belle aventure avec nous. J'espère qu'on va pouvoir suivre tes futures aventures et je te souhaite beaucoup de réussite dans ces projets et surtout beaucoup de bonheur. Eh ben, merci beaucoup Sandra pour ces minutes passées ensemble. Et puis, n'hésitez surtout pas à me suivre pour le prochain périple qui est à environ 3500 kilomètres entre le nord des Pays-Bas et le sud de la France. Donc, ça va me prendre un peu de temps cet été et j'espère que vous serez nombreux à me suivre et puis surtout que vous peut-être viendrez me retrouver, sait-on jamais. Ah mais carrément. Génial Jeanne, ça va être assez extra. Moi en tout cas je vais te suivre. Merci pour tout Jeanne, à bientôt. À bientôt Sandra. Tu as aimé cet épisode? Alors n'oublie pas de laisser 5 étoiles et un avis sur l'application Apple Podcast. Cela m'aiderait fortement à augmenter la visibilité du podcast et à le faire connaître. Tu peux aussi nous suivre sur Instagram et rejoindre le groupe d'entraide à la réalisation de projets sur Facebook qui s'intitule « Elles réalisent leurs projets et leurs rêves ».